À 6h42 du matin, le 20 mai 1941, le sergent Alfred Clive Hume se tenait dans le centre de punition de campagne à Platanias, en Crète. Il regardait les parachutistes allemands, les Fallschirmjäger, descendre du ciel matinal comme une nuée de sauterelles au-dessus de l'aérodrome de Malem. 30 ans, sergent de la police militaire depuis 8 mois, 0 ennemi tué au combat. Les Allemands avaient largué 3000 parachutistes lors de la première vague. Et d'autres arrivaient encore. Hume supervisait 23 soldats néo-zélandais au centre de punition. Des hommes qui avaient été pris en train de se battre, ivres en service ou volant des fournitures. L'armée les appelait des mauvais bougres. Hume savait qu'il en était autrement. C'étaient des soldats qui avaient fait des erreurs. Et en cet instant, il avait besoin de chaque homme capable de presser une détente. Les parachutistes atterrissaient partout, dans les oliveraies, sur les routes, dans les champs autour de l'aérodrome. Certains s'en mêlaient dans leur suspente et mouraient avant de toucher le sol. D'autres atterrissaient proprement et commençaient immédiatement à former des positions de combat organisées. Le 23e bataillon était en Crète depuis moins d'un mois. La plupart des hommes n'avaient jamais connu le feu. Ils faisaient maintenant face à la plus grande invasion aéroportée de l'histoire militaire. Hume courut à l'armurerie, saisit tous les fusils qu'il pouvait porter et les distribua aux prisonniers. Pas de paperasse, pas d'autorisation, pas de temps pour les questions. Les hommes prirent les armes sans un mot et le suivirent vers le bruit des tirs. À midi, le 20 mai, Hume avait mené son unité improvisée dans 3 engagements distincts contre des positions allemandes près de l'aérodrome. L'ennemi ripostait avec des tirs de mitrailleuses lourdes, des obus de mortier et un harcèlement constant de tireurs d'élite. Le groupe de Hume avança malgré tout, nettoyant des poches de parachutistes qui s'étaient établis devant la ligne défensive néo-zélandaise. 130 corps allemands furent dénombrés dans la zone à la fin de la journée. Le problème des tireurs d'élite devint évident en quelques heures. Les tireurs d'élite allemands étaient équipés de blouses de camouflage spécialisées et de fusils Mauser K 98K. Ils s'infiltraient dans les positions néo-zélandaises, trouvaient des abris surélevés et éliminaient systématiquement les officiers, les opérateurs radio et quiconque semblait important. La doctrine d'infanterie standard n'avait pas de réponse à cela. On ne pouvait pas les voir. On ne pouvait pas les neutraliser avec des tirs de mitrailleuses. Le temps qu'on repère l'éclair de départ du coup de feu, quelqu'un était déjà mort. Le 21 mai, Hume se déplaçait entre les positions avancées lorsqu'il entendit le claquement d'un coup de fusil. Un caporal néo-zélandais tomba à 3 mètres sur sa gauche. Un autre coup. Un soldat s'effondra. Hume plongea derrière un olivier et scruta la ligne de crête. Rien. Le tireur était invisible. Cet après-midi-là, Hume se porta volontaire pour chasser les tireurs d'élite seuls. Son commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Leckie, accepta. Au cours des 2 jours suivants, opérant de manière indépendante, Hume traqua et élimina plusieurs tireurs d'élite allemands par des moyens conventionnels, de la patience, de l'observation et des mouvements prudents. Un travail de contre-tireur d'élite standard qui prenait des heures par cible. Mais ce n'était pas suffisant. Les Allemands continuaient d'arriver. Pour chaque tireur d'élite éliminé par Hume, 2 autres apparaissaient. Le 22 mai, alors qu'il se déplaçait dans l'enceinte du centre de punition de campagne, Hume tomba sur un parachutiste allemand seul qui s'était séparé de son unité. L'Allemand était jeune,
peut-être 19 ans. Il avait l'air perdu. Quand il vit Hume, il leva son fusil. Hume fut plus rapide. Un seul coup, en plein thorax. L'Allemand tomba. Hume s'approcha du corps. Le parachutiste, mort, portait une blouse de camouflage distinctive au motif d'éclat, conçue spécifiquement pour les unités de Fallschirmjäger. À côté de lui, gisait un Mauser 80, 18 muni d'une lunette Zeiss, la configuration standard du tireur d'élite allemand. L'arme était en parfait état. Hume fixa l'équipement pendant un long moment. Il pensa aux soldats néo-zélandais mourant sous les balles de tireurs invisibles. Il pensa aux tireurs d'élite allemands qui marchaient librement dans les zones contestées parce que personne ne pouvait les distinguer de l'infanterie régulière à distance. Il pensa au nombre de Néo-Zélandais qu'il pourrait sauver s'il pouvait s'approcher des tireurs d'élite ennemis avant qu'ils ne sachent qu'il était là. Si vous voulez voir comment le vol de l'équipement allemand par Hume a tourné au combat, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. De retour à Hume, il retira la blouse de camouflage du corps de l'Allemand. Elle était encore chaude. Du sang sur le côté gauche, mais le reste était intact. Il prit le fusil, vérifia le mécanisme et compta les cartouches restantes dans le magasin. 7 cartouches. Il trouva 2 chargeurs de rechange sur le corps. 47 cartouches au total. Hume enfila la blouse allemande par-dessus son uniforme néo-zélandais et passa le Mauser en bandoulière. Il ne demanda pas de permission. Il ne remplit aucun formulaire. Il marcha simplement vers les lignes allemandes, vêtu du camouflage ennemi et portant des armes ennemies. Et le prochain tireur d'élite allemand qu'il croiserait n'aurait aucune idée de ce qui allait se passer. À 7 heures du matin le 23 mai, Hume se déplaça à travers les oliveraies à l'ouest de Malem, portant la blouse de camouflage allemande. Le motif en éclats brisait parfaitement sa silhouette contre la végétation méditerranéenne. À 200 mètres, il ressemblait à n'importe quel autre parachutiste allemand se déplaçant entre les positions. Il repéra sa première cible à 7h45. Un tireur d'élite allemand avait établi une cache dans les ruines d'une ferme en pierre, surplombant la route côtière. La position lui donnait une vue dégagée sur tout mouvement néo-zélandais entre Platanias et l'aérodrome. Hume observa le tireur à la jumelle. L'homme balayait le secteur méthodiquement, professionnel, patient, dangereux. Hume s'approcha par l'est, marchant ouvertement à travers le champ. Pas de dissimulation, pas de mouvement tactique, juste un soldat allemand retournant à sa position. Du moins, c'est ce qu'il paraissait. Le tireur d'élite jeta un coup d'œil à Hume, enregistra la blouse de camouflage et le fusil Mauser, et reprit sa surveillance de la route. Aucune alerte, aucune interpellation, aucun soupçon. Hume s'approcha à 50 mètres, 40, 30. À 25 mètres, Hume leva le fusil allemand et tira. Le tireur tomba sans un bruit. Hume fouilla le corps. Aucune identification à part un carnet militaire avec une désignation d'unité. Premier régiment de parachutistes. L'homme mort portait 120 cartouches de munitions, 3 grenades à manche et une carte détaillée de l'aérodrome de Malem avec les positions néo-zélandaises marquées au crayon. Les officiers du renseignement voudraient cette carte. Hume prit les munitions et continua sa route. À midi le 23 mai, il avait éliminé 3 autres tireurs d'élite allemands en utilisant la même tactique. Marcher ouvertement, s'approcher, tirer une fois. À chaque fois, la blouse de camouflage offrait l'avantage critique. Les Allemands voyaient l'un des leurs
jusqu'au moment où il mourait. Pas d'interpellation, pas d'avertissement, juste une fraction de seconde de confusion avant le coup de feu. Les commandants néo-zélandais remarquèrent immédiatement la différence. Les pertes dues aux tireurs d'élite chutèrent. Les patrouilles pouvaient se déplacer en plein jour sans perdre d'hommes. Les opérateurs radio survivaient assez longtemps pour terminer leur transmission. Les officiers pouvaient se tenir debout pour observer les positions ennemies. Personne ne savait exactement ce que faisait Hume ni comment il le faisait. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Le 24 mai, Hume étendit ses opérations. Il commença à se déplacer derrière les lignes allemandes, ciblant des tireurs d'élite positionnés trop profondément pour que le travail de contre-sniper conventionnel puisse les atteindre. Ces missions l'obligeaient à traverser des concentrations d'infanterie allemande, passant parfois à moins de 3 mètres de soldats ennemis qui n'avaient aucune idée qu'ils regardaient un sergent néo-zélandais. La tromperie fonctionnait à chaque fois. Les parachutistes allemands opéraient en formation dispersée après le largage initial. Des parachutistes isolés et de petits groupes se déplaçaient constamment entre les positions, se regroupaient et établissaient de nouveaux points de tir. Les communications étaient chaotiques. La cohésion des unités était lâche. Un soldat de plus en camouflage n'attirait absolument pas l'attention. Hume exploita cette faiblesse à plusieurs reprises tout au long du 24 mai. À 14h30, Hume se déplaçait dans une zone de rassemblement allemande près de Galatas, lorsqu'un oberlieutenant de parachutistes s'approcha de lui. L'officier dit quelque chose en allemand et fit un geste sec vers la crête à l'est, un ordre. Hume hocha la tête, ne dit rien et marcha dans la direction indiquée. L'officier le regarda partir, puis se tourna pour s'occuper d'autres affaires. Il ne réalisa jamais qu'il venait de donner des instructions tactiques à un sergent ennemi qui savait désormais exactement où se concentrerait la prochaine attaque allemande. Au soir du 24 mai, Hume avait tué 11 tireurs d'élite allemands en 3 jours d'opérations indépendantes. Son commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Leckie, essaya de lui ordonner de se retirer pour se reposer. Hume refusa. Les tireurs d'élite allemands tuaient toujours des Néo-Zélandais. Il repartit d'avant l'aube le 25 mai. Le 25 mai, la division néo-zélandaise lança une contre-attaque pour reprendre le village de Galatas. Les Allemands avaient fortifié une école à la limite ouest de la ville et l'utilisaient comme point d'appui. Le feu des mitrailleuses depuis l'école arrêta complètement l'avance initiale néo-zélandaise. Les hommes étaient cloués au sol dans les rues. L'attaque échouait. Hume se joignit à l'assaut. Quand son peloton fut bloqué par la position de mitrailleuse, il avança seul à travers les décombres. Il atteignit le bâtiment de l'école, sortit 3 grenades à manche de sa ceinture et les lança par les fenêtres du rez-de-chaussée en succession rapide. Les explosions firent taire la mitrailleuse. La contre-attaque bondit en avant. Les Néo-Zélandais reprirent Galatas cet après-midi-là, au terme de combats acharnés de maison en maison. Mais la victoire dura moins de 24 heures. Des renforts allemands arrivèrent pendant la nuit. Au soir du 26 mai, la division néo-zélandaise se retirait vers la baie de la Soude. L'évacuation de la Crète avait commencé. L'île était perdue. Cette nuit-là, un estafette trouva Hume dans la zone de rassemblement du bataillon. L'estafette portait un message du quartier général écrit sur un morceau de papier. Hume le lut 2 fois dans l'obscurité. Son jeune frère, le caporal Harold Charles Hume, avait été tué au combat le 26 mai
alors qu'il combattait avec le 19e bataillon au nord-est de Galatas. Hume plia le message, le mit dans sa poche et ramassa son fusil allemand. Ses mains étaient stables. Son visage ne montrait rien, mais quelque chose de fondamental avait changé. La retraite pouvait attendre. Les tireurs d'élite allemands qui avançaient derrière les Néo-Zélandais en repli allaient découvrir ce qui arrivait quand on rendait cette guerre personnelle. À 5 heures du matin le 27 mai, Hume se posta sur une colline surplombant la route de la baie de la Soude. En bas, le 23e bataillon se déplaçait vers l'ouest dans une retraite combattante. Derrière eux, les unités d'avant-garde allemandes poussaient agressivement, essayant de couper la retraite avant que les Alliés ne puissent atteindre les plages d'évacuation. Les tireurs d'élite allemands se déplaçaient avec l'avance. Hume compta au moins 8 tireurs ennemis travaillant sur les lignes de crête autour de l'itinéraire de retrait. Ils ciblaient spécifiquement les officiers et les sous-officiers néo-zélandais, essayant de briser la structure de commandement et la cohésion des unités en retraite. Une doctrine standard pour les opérations de poursuite. Hume n'avait pas dormi depuis qu'il avait appris la nouvelle de la mort de son frère 18 heures plus tôt. Il avait passé la nuit à se déplacer dans les positions allemandes, apprenant leurs habitudes, identifiant leurs tireurs les plus qualifiés, mémorisant le terrain. Maintenant, il allait les tuer systématiquement. La première cible apparut à 5h20. Un tireur d'élite allemand se frayant un chemin sur un affleurement rocheux à 300 mètres au sud de la route. L'homme se déplaçait avec confiance, manifestement expérimenté. Hume le suivit à travers la lunette Zeiss, attendit qu'il s'installe dans sa position de tir et l'abattit d'une balle dans le haut de la poitrine. L'Allemand bascula en arrière et dévala les rochers. Hume changea immédiatement de position. Doctrine de contre-sniper standard. Ne jamais tirer 2 fois depuis le même endroit, sinon l'ennemi triangule votre position. À 6h25, il tua le 2e tireur d'élite sous un angle complètement différent. À 7h30, le 3e à 800 mètres à l'ouest. À 9h du matin, il avait éliminé 5 tireurs d'élite allemands sur une portion de 3 km de l'itinéraire de retrait. L'arrière-garde néo-zélandaise avança soudainement plus vite, subit moins de pertes et maintint une meilleure formation. Personne dans le 23e bataillon ne savait que Hume était là-bas. Ils remarquèrent simplement que le feu dévastateur des tireurs d'élite s'était mystérieusement arrêté. À 10h40, Hume repéra un groupe de 5 tireurs d'élite allemands établissant des positions sur une colline surplombant le flanc gauche exposé du bataillon. L'emplacement était tactiquement parfait pour une embuscade. Les Allemands auraient des tirs dégagés sur quiconque se déplacerait dans la vallée en dessous. Si ces tireurs restaient en position, la retraite se transformerait en massacre. Hume s'approcha par le nord, descendant ouvertement la colline, portant la blouse de camouflage et le Mauser. Les Allemands le virent venir à 400 mètres. L'un d'eux fit un signe de la main. Un autre cria quelque chose en allemand que Hume ne comprit pas. Hume répondit d'un signe de la main et continua de marcher d'un pas assuré vers eux. Il s'approcha à 70 mètres, 60, 50. À 40 mètres, l'un des Allemands se leva et commença à marcher nonchalamment vers lui. L'homme souriait, disant quelque chose d'amical, demandant probablement où était positionnée l'unité de Hume ou s'il avait vu des mouvements ennemis. Hume leva son fusil et lui tira en pleine poitrine. Les 4 autres Allemands se figèrent pendant une demi-seconde critique, essayant de traiter ce que leurs yeux leur montraient. L'un des leurs venait de tirer sur l'un des leurs.
Cela violait toutes les hypothèses qu'ils avaient faites sur la situation. Hume actionna le verrou avec fluidité et tira de nouveau. Le deuxième Allemand tomba. Les trois restants se précipitèrent désespérément vers leurs fusils. Hume tira encore 2 fois en succession rapide. 2 autres Allemands au sol. Le 5e homme parvint à épauler son fusil et à tirer un coup. La balle passa à 15 cm au-dessus de la tête de Hume et frappa les rochers derrière lui. Le tir suivant de Hume ne rata pas sa cible. Il fouilla les corps méthodiquement. À E5, il portait 400 cartouches de munitions, 2 fusées de détresse, des jumelles et des ordres écrits montrant qu'ils avaient été spécifiquement chargés de cibler la retraite néo-zélandaise. Les ordres comprenaient des informations détaillées sur les mouvements et les horaires des unités néo-zélandaises. Quelqu'un dans le renseignement allemand savait exactement où se dirigeait le repli. Hume prit les munitions et les ordres et continua sa chasse. À 14 heures le 20 mai, son décompte de victimes confirmées s'élevait à 16 tireurs d'élite en 2 jours et demi. Son commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Lecky, le retrouva lors d'une brève halte et lui demanda directement s'il pouvait continuer à opérer de manière indépendante. Les tireurs d'élite allemands infligeaient des pertes catastrophiques aux unités d'arrière-garde. Chaque tireur éliminé par Hume signifiait que des soldats néo-zélandais atteignaient les plages d'évacuation vivants. Hume répondit qu'il pouvait continuer. Il ne mentionna pas son frère. Il n'expliqua pas sa motivation. Le colonel lui donna une autorisation écrite d'opérer de manière indépendante aussi longtemps que nécessaire et de réquisitionner tout équipement ou soutien dont il aurait besoin. À 16h30, Hume était de nouveau sur le terrain devant le bataillon, reconnaissant la phase suivante de l'itinéraire de retrait. Le chemin menait à une vallée étroite, dominée des 2 côtés par des hauteurs escarpées, un terrain digne d'un manuel pour tireurs d'élite, la zone de mort parfaite. Il trouva 3 tireurs d'élite allemands déjà en position parmi les rochers, attendant patiemment que les Néo-Zélandais entrent dans la vallée. Ils étaient bien dissimulés, disciplinés. Ils auraient dévasté le bataillon. Hume les élimina tous les 3 avant que les éléments de tête n'arrivent. Le 23e bataillon traversa la vallée sans perdre un seul homme à cause des tireurs d'élite. À la tombée de la nuit le 27 mai, Hume avait tué 19 tireurs d'élite allemands en une seule journée. Mais la retraite n'était pas finie. Demain, le bataillon devrait traverser un terrain encore plus dangereux pour atteindre Stylo, et les Allemands les attendraient avec tout ce qu'ils avaient. À 4h30 le 28 mai, le 23e bataillon commença son retrait de la ligne défensive à l'ouest de Galatas vers Stylo. L'itinéraire traversait un terrain exposé avec peu d'abris. Les forces allemandes pressaient fort de plusieurs directions. L'action d'arrière-garde se détériorait en une retraite combattante sous un contact constant. Hume avança devant le corps principal avant l'aube, reconnaissant les hauteurs qui surplombaient l'itinéraire de retrait. La crête de Stylo dominait toute l'approche. Quiconque contrôlait cette crête contrôlait la route. Si les Allemands y établissaient des positions en premier, le bataillon serait coupé. À 5h15, Hume atteignit la crête et repéra immédiatement le problème. Une équipe de mortiers lourds allemande s'installait sur la crête militaire de la colline. 4 hommes, un mortier guerre W-34. Il positionnait l'arme pour faire s'abattre un tir direct sur le tronçon exact de la route que l'arrière-garde néo-zélandaise devait emprunter. Le moment était parfait. Les Allemands frapperaient le bataillon
à son moment le plus vulnérable pendant le retrait. Hume était à 800 mètres, trop loin pour un tir précis au fusil. Il pouvait signaler la position au quartier général du bataillon, mais le temps qu'ils organisent une réponse, le mortier ferait déjà feu. Des soldats néo-zélandais mouraient pendant qu'il attendait que quelqu'un d'autre agisse. Il s'approcha. Le terrain offrait un abri minimal. Hume utilisa les angles morts et les formations rocheuses pour réduire la distance, mais les 300 derniers mètres l'obligeaient à traverser un terrain découvert en pleine vue de la position de mortier. Il se leva, ajusta sa blouse de camouflage allemande et marcha directement vers l'équipe ennemie. Les Allemands le virent immédiatement. L'un d'eux fit un signe, un autre cria une question. Hume répondit d'un signe de la main et continua de marcher. Juste un autre parachutiste vérifiant les positions adjacentes. Les Allemands retournèrent à l'installation de leur mortier. À 50 mètres, Hume pouvait les entendre parler. À 30 mètres, l'un d'eux rit de quelque chose. À 15 mètres, Hume leva son fusil et tira sur l'Allemand le plus proche. Il actionna le verrou et tira de nouveau. Deuxième Allemand au sol. Les deux restants se précipitèrent vers leurs armes. Hume les abattit tous les deux avant que l'un d'eux ne puisse riposter. Il s'approcha de la position de mortier et examina l'arme. Le guet RVV 34 était déjà assemblé et pointé. Les caisses de munitions empilées contenaient 60 obus, assez pour dévaster un bataillon entier pendant une retraite. Hume retira le percuteur du mortier, le jeta en bas de la colline et donna un coup de pied dans les caisses de munitions après lui. Depuis la position de mortier, il avait une observation claire du terrain environnant. Il balaya la ligne de crête aux jumelles et identifia 3 autres tireurs d'élite allemands se mettant en position le long de l'approche ouest de Stylo. Ils établissaient une zone de mort coordonnée pour engager l'arrière-garde néo-zélandaise sous plusieurs angles. Hume se fraya un chemin le long de la crête vers la première position de tireur. L'Allemand était concentré sur le bas de la colline, surveillant la route. Il ne vit jamais Hume s'approcher par derrière. Un seul coup, le tireur bascula en avant. Le deuxième tireur d'élite allemand était à 200 mètres plus à l'ouest. Hume utilisa la même approche. Marcher ouvertement, réduire la distance, tirer une fois. Le tireur s'effondra. Le troisième tireur d'élite était plus alerte. Alors que Hume était encore à 80 mètres, l'Allemand se tourna et le regarda directement. Pendant un long moment, les deux hommes se fixèrent à distance. Les yeux de l'Allemand passèrent de la blouse de camouflage au visage de Hume, puis au fusil dans ses mains. Quelque chose ne collait pas. Mauvais visage, mauvaise expression, mauvaise posture. L'Allemand fit pivoter son fusil. Hume tira le premier. L'Allemand tomba, mais parvint à lâcher un coup de feu en chutant. La balle frappa Hume haut dans l'épaule gauche et le fit pivoter sur le côté. Il tomba sur un genou, actionna le verrou et tira de nouveau pour s'assurer que l'Allemand ne se relèverait pas. Le sang imbibait la blouse de camouflage. La blessure était grave. Hume pouvait le sentir, ou se toucher. Hémorragie importante. Il avait besoin de soins médicaux immédiatement. Mais le 23e bataillon Lyon se déplaçait toujours sur l'itinéraire de retrait d'en bas. Et il y avait d'autres tireurs d'élite allemands dans la zone. Il déchira une bande de l'uniforme de l'Allemand mort et l'enroula autour de son épaule comme un pansement de fortune. Le saignement ralentit mais ne s'arrêta pas. Il ramassa le fusil de sa main droite. Son bras gauche ne répondait plus correctement. À 8h30, Hume était toujours sur la crête,
lorsqu'il repéra un autre tireur d'élite allemand se dirigeant vers la route. L'homme se déplaçait prudemment, professionnellement, s'installant pour un tir sur l'arrière-garde néo-zélandaise. Cible numéro 34. Hume leva le fusil d'une seule main, l'appuya contre un rocher et essaya de viser. La lunette oscillait. Sa vision se brouillait. Il pressa la détente. Le coup partit d'à côté. Le tireur d'élite allemand fit volte-face, vit Hume et riposta. La deuxième balle frappa Hume dans la même épaule, déchirant les muscles et brisant l'os. Il tomba en arrière, derrière les rochers. Son fusil roula en bas de la colline. Son bras gauche était maintenant complètement inutile. Le sang s'accumulait sous lui. Il pouvait entendre le tireur d'élite allemand s'approcher, venant pour l'achever. C'était ainsi que cela se terminait. Seul sur une crête en crête. 33 tireurs d'élite allemands morts, mais pas le 34e. Hume entendit les bottes du tireur allemand crisser sur le gravier. Les pas se rapprochaient. 10 mètres, 7 mètres. L'Allemand avançait prudemment, fusil au poing, vérifiant les angles. Professionnel, attentif. Il savait que Hume était blessé, mais pas mort. Et les hommes blessés pouvaient encore se battre. La main droite de Hume trouva une pierre de la taille d'une grenade. Sa vision vacillait. La perte de sang affaiblissait son corps. Les pas s'arrêtèrent à 3 mètres. L'Allemand tournait autour des rochers pour obtenir un tir dégagé sans s'exposer. Hume lança la pierre violemment sur sa gauche. Elle rebondit contre la roche à 10 mètres. L'Allemand se tourna vers le bruit et tira 2 fois. À cet instant, Hume roula vers la droite, saisit une pierre plate avec sa main valide et la projeta directement à la tête de l'Allemand. L'impact ne fut pas mortel, mais il fit chanceler l'homme en arrière. Son fusil s'abaissa. Hume bondit en avant, jetant tout son poids dans les jambes de l'Allemand. Les 2 hommes tombèrent. Le tireur essaya de ramener son fusil. Hume saisit le canon de sa main droite et le tordit sur le côté. L'Allemand sortit un couteau de sa ceinture. Hume lui donna 2 coups de tête, sentit le nez de l'homme se briser et continua de pousser jusqu'à ce que l'Allemand s'arrête de bouger. Il resta allongé sur l'Allemand inconscient pendant un long moment, respirant difficilement, luttant pour rester conscient. Son épaule gauche était détruite, il y avait du sang partout. Il devait quitter cette crête avant de se vider de son sang ou que d'autres Allemands n'arrivent. L'itinéraire de retrait en bas était vide maintenant. Le 23e bataillon était déjà passé. Hume était seul sur la crête avec des Allemands morts et aucun moyen de contacter les forces amies. Il commença à ramper vers le bas de la colline, traînant son bras gauche inutile, suivant le chemin pris par le bataillon. À 9h40, une patrouille néo-zélandaise le trouva effondré sur la route à 3 km de Stilo. Le chef de patrouille jeta un coup d'œil aux blessures de Hume et appela des brancardiers. Hume essaya de protester, essaya de leur parler des positions allemandes, mais les mots ne sortaient pas correctement. Ils le portèrent au poste de secours du bataillon à Stilo. Le médecin examina les blessures à l'épaule et le marqua immédiatement pour l'évacuation. Les 2 balles avaient fracassé l'omoplate. Des fragments d'os étaient logés dans les tissus musculaires. Sans une intervention chirurgicale appropriée, Hume perdrait le bras ou mourrait d'infection. Le lieutenant-colonel Leckie lui rendit visite au poste de secours cet après-midi-là. Le colonel apportait des rapports de terrain montrant que l'activité des tireurs d'élite allemands le long de l'itinéraire de retrait avait pratiquement cessé. L'arrière-garde avait subi des pertes minimales pendant la retraite vers Stilo. La position de mortier détruite par Hume aurait tué des dizaines d'hommes. Leckie lui dit qu'il était recommandé pour la croix de Victoria.
Hume demanda des nouvelles du corps de son frère, si quelqu'un l'avait récupéré, s'il y aurait une tombe. Lecky n'avait aucune information. Le 19e bataillon s'était retiré sous un contact intense. De nombreux morts avaient été laissés sur place. Le 29 mai, le 23e bataillon termina son retrait vers Sfakia, sur la côte sud de la Crète. La Royal Navy évacuait les forces alliées depuis les plages sous les attaques aériennes constantes des Allemands. Hume fut chargé sur un destroyer avec des centaines d'autres blessés. Le navire quitta la Crète à 23 heures le 30 mai. Le voyage vers l'Égypte dura 18 heures. Les avions allemands attaquèrent le convoi à 2 reprises. Les canons anti-aériens du destroyer abattirent 3 bombardiers en piquet Junkers 87 Stuka. Hume regardait l'engagement depuis l'infirmerie, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de rester immobile et d'essayer de ne pas rouvrir ses blessures. Le navire atteignit Alexandrie le 1er juin. Hume fut transféré dans un hôpital militaire où les chirurgiens passèrent 4 heures à retirer les fragments de balles et à réparer les tissus. Les médecins lui dirent qu'il ne retrouverait jamais le plein usage de son bras gauche. Il serait réformé pour raisons médicales. Sa guerre était finie. Le 15 juin, Hume fut placé sur un navire-hôpital en direction de la Nouvelle-Zélande. Le voyage dura 3 semaines. Il passa la majeure partie de son temps à fixer le plafond de la salle d'hôpital, pensant à son frère, aux tireurs d'élite qu'il avait tués, aux hommes du 23e bataillon qui s'étaient échappés de Crète parce que les tireurs allemands n'étaient pas là pour les abattre. Il arriva à Auckland le 10 juillet 1941. Le navire accosta à 7 heures du matin. Sa femme, Rona, l'attendait sur le quai. On ne lui avait pas dit qu'il était blessé. Quand elle le vit descendre la passerelle, le bras gauche en écharpe et pesant 20 kilos de moins qu'à son départ, elle commença à pleurer. Hume passa les 6 semaines suivantes dans un centre de rééducation à Rotorua. Thérapie physique, évaluation psychologique, commission médicale. L'armée voulait le décharger car il était médicalement inapte au service. Hume ne discuta pas. Son épaule ne guérirait jamais correctement. Il pouvait à peine lever son bras gauche au-dessus de la poitrine. Le 20 août, un télégramme arriva du quartier général de l'armée à Wellington. Sa recommandation pour la croix de Victoria avait été approuvée. La distinction serait publiée au journal officiel en octobre. Il reçut l'ordre de se présenter à la maison du gouvernement à Wellington pour la cérémonie de remise formelle. Hume lut le télégramme 2 fois et le mit dans sa poche. La récompense ne signifiait rien, comparé à ce qu'il avait perdu. Son frère était toujours mort. Le 23e bataillon était toujours en Afrique du Nord, combattant sans lui. Et 33 tireurs d'élite allemands étaient toujours morts sur une île grecque que les Alliés avaient abandonnée. La question que personne ne posait était de savoir si tout cela avait eu de l'importance, si tuer ces tireurs avait changé quoi que ce soit, si la mort de son frère avait eu un sens, si la Crète avait été autre chose qu'une défaite catastrophique qui avait coûté la vie à des milliers d'Alliés pour aucun gain stratégique. Le 10 octobre 1941, la Gazette de Londres publia la citation de la croix de Victoria de Hume. Le texte officiel documentait ses actions entre le 20 et le 28 mai, menant des contre-attaques à Malmé, détruisant la position de mitrailleuse à Galatas, éliminant 5 tireurs d'élite à la baie de la Soude, tuant l'équipe de mortiers à stylo. La citation notait que 33 tireurs d'élite ennemis avaient été traqués et abattus. Elle ne mentionna pas la blouse de camouflage allemande ni les tactiques de tromperie.
La presse néo-zélandaise fit la une avec cette histoire. Héros national, récipiendaire de la Croix de Victoria, ouvrier agricole de Dunedin, qui avait traqué seul des tireurs d'élite allemands derrière les lignes ennemies. Les journaux adoraient cela. Le public l'adorait. Hume détestait chaque minute de cette attention. Le 7 novembre, Hume se rendit à Wellington pour la cérémonie officielle à la maison du gouvernement. Le gouverneur général, Sir Cyril Newall, épingla la croix de Victoria sur son uniforme devant les officiels militaires, les politiciens et les journalistes rassemblés. Les photographes prirent des photos. Les officiels firent des discours sur le courage, le devoir et les plus belles traditions du service militaire néo-zélandais. Hume se tint au garde-à-vous, ne dit rien, et pensa à son frère gisant dans une tombe anonyme quelque part en Crète. Après la cérémonie, un reporter lui demanda ce que cela faisait d'être un héros. Hume répondit que cela ne faisait rien du tout. Le reporter lui demanda de décrire le moment où il avait décidé de prendre l'équipement allemand. Hume dit qu'il n'y avait pas eu de moment particulier. Il avait vu une opportunité et l'avait saisie. Le reporter demanda s'il avait eu peur. Hume dit que tout le monde avait peur. Le reporter continua de poser des questions jusqu'à ce que Hume s'éloigne. Le 17 février 1942, l'armée réforma officiellement Hume comme temporairement inapte au service. Son épaule gauche n'avait pas guéri correctement. L'amplitude de mouvement était sévèrement limitée. Il ne pouvait plus porter de fusil efficacement. La commission médicale conclut qu'il ne serait plus jamais apte au combat. Hume retourna à la vie civile à l'âge de 31 ans avec la croix de Victoria. Un bras gauche inutile et aucune idée précise de ce qu'il ferait ensuite. La guerre continuait. Le 23e bataillon se battait toujours en Afrique du Nord. Ses amis étaient toujours au combat pendant qu'il était chez lui, se faisant prendre en photo lors de cérémonies civiles. En mai 1942, le gouvernement le rappela pour le service de défense intérieure. Des tâches non combattantes, l'entraînement des recrues, le travail administratif. Il passa 15 mois à enseigner les tactiques de base de l'infanterie à de jeunes soldats avant d'être à nouveau libéré en septembre 1943. Il atteignit le grade d'adjudant de 2e classe. Après la guerre, Hume déménagea à Pongakawa, près de Tepuk. Il acheta une petite entreprise de transport et travailla comme transporteur général, acheminant du fret, déplaçant de l'équipement, rien qui ne nécessitait 2 épaules fonctionnelles. Le travail était régulier. L'argent était suffisant. Personne ne l'interrogeait sur la crête. Il épousa Rona Marjorie Murcott. Ils eurent 2 fils. Hume ne leur parla jamais de la guerre, ne mentionna jamais les tireurs d'élite, n'expliqua jamais comment il avait gagné la croix de Victoria. Quand les gens posaient des questions, il changeait de sujet. Quand les organisations de vétérans l'invitaient à parler, il déclinait. En 1946, le gouvernement britannique invita tous les récipiendaires de la Croix de Victoria du Commonwealth à Londres pour les célébrations de la victoire. Hume y assista. Il rencontra d'autres vainqueurs de la Croix de Victoria, participa à des dîners officiels et à des défilés. Le roi lui serra la main, Churchill fit un discours. Hume sourit pour les photographies et souhaita être de retour en Nouvelle-Zélande à transporter du fret. Au fil des ans, les historiens militaires retrouvèrent des vétérans du 23e bataillon et les interrogèrent sur la crête. Plusieurs hommes confirmèrent avoir vu Hume porter la blouse de camouflage allemande. D'autres décrivirent la découverte
de tireurs d'élite allemands, morts sans explication, sur qui les avait tués. Un sergent se souvint que Hume disparaissait pendant plusieurs jours, à la fois pendant la retraite, et revenait avec des munitions qu'on ne lui avait pas fournies. Les histoires se répandirent. La légende grandit. Hume ne corrigea jamais les exagérations, ne contesta jamais les inexactitudes. Il refusa simplement d'en discuter. En 1953, un chercheur militaire lui demanda directement ce qu'il ressentait après avoir tué 33 hommes. Hume dit qu'il ne ressentait rien à ce sujet. Le chercheur demanda s'il pensait parfois aux Allemands qu'il avait tués. Hume dit qu'il pensait à son frère. Le chercheur demanda s'il avait des regrets. Hume répondit que son seul regret était que le 34e tireur d'élite se soit échappé. En 1967, son fils Denny Hulme remporta le championnat du monde de Formule 1. La presse descendit à Pangakawa pour chercher le père du héros de course néo-zélandais. Ils trouvèrent un directeur d'entreprise de transport de 60 ans avec une croix de Victoria dans un tiroir et aucun intérêt pour parler de la course ou de la guerre. Hume dirigea son entreprise de transport jusqu'à la retraite. Il maintint un contact minimal avec les organisations militaires. Il assistait aux cérémonies de la journée de l'Anzac, mais ne faisait pas de discours. Quand le musée mémorial de l'armée de la reine Élisabeth II à Waiouru demanda sa croix de Victoria pour l'exposer, il la leur prêta à condition qu'ils n'en fassent pas tout un plat. Le 2 septembre 1982, Alfred Clive Hume mourut à Tauranga à l'âge de 71 ans. Causée naturelle, sans avertissement. Il fut enterré au cimetière de Dudley avec les honneurs militaires complets. Des vétérans de la seconde force expéditionnaire néo-zélandaise servirent de porteurs. Le service funèbre fut bref. Pas d'éloge, pas de discours sur l'héroïsme, exactement comme il l'aurait voulu. Sa croix de Victoria resta exposée à Waiouru jusqu'au 2 décembre 2007, lorsque des voleurs s'introduisirent dans le musée et la dérobèrent avec 8 autres croix de Victoria. Le vol suscita une indignation internationale. Le lord britannique Michael Ashcroft et l'homme d'affaires néo-zélandais Tom Sturgess offrirent une récompense de 300 000 $. Le 16 février 2008, la police récupéra les 9 médailles intactes. La question demeurait: qu'avait réellement accompli Hume en Crète? 33 tireurs d'élite morts. Des dizaines de vies néo-zélandaises sauvées. Une croix de Victoria. Mais les Alliés avaient tout de même perdu la bataille. L'île était tombée et son frère était toujours mort dans une tombe anonyme. La bataille de Crète dura 11 jours. Du 20 au 31 mai 1941, les forces alliées menèrent une action défensive perdante contre la plus grande invasion aéroportée de l'histoire militaire. Quand elle se termina, 3500 soldats alliés étaient de morts, 12 000 étaient capturés. Les survivants furent évacués en Égypte. Les pertes allemandes furent sévères. 4 000 morts, 2 500 blessés. Les divisions de Fallschirmjäger ne s'en remirent jamais complètement. Hitler interdit les opérations aéroportées de grande envergure pour le reste de la guerre. Mais l'Allemagne tenait la Crète. Les Alliés non. Dans ce contexte, ce que Hume a accompli semblait insignifiant. 33 tireurs d'élite morts contre des milliers de victimes des deux côtés. Un succès tactique local dans une défaite stratégique. Un sergent avec un fusil volé qui a ralenti l'avance allemande de quelques heures peut-être. Mais les chiffres racontent une histoire différente. Pendant la période de 8 jours allant du 20 au 28 mai, les équipes de tireurs d'élite allemands
opérant autour de Malem, et sur les itinéraires de retrait vers la baie de la Soude, tuèrent environ 200 soldats alliés. Le nombre réel était probablement plus élevé. De nombreux décès attribués au combat général étaient en réalité des tirs de précision. Officiers, opérateurs radio, personnel médical. Les Allemands ciblaient systématiquement le personnel à haute valeur. Dans le secteur où Hume opérait, l'efficacité des tireurs d'élite allemands chuta de 90% après le 23 mai. Les rapports de perte du 23e bataillon documentèrent le changement. Entre le 20 et le 22 mai, le bataillon perdit 47 hommes à cause des tireurs d'élite. Entre le 23 et le 30 mai, ils en perdirent 6. La différence, c'était Hume. 33 victimes confirmées en 8 jours, soit un peu plus de 4 tués par jour. Ce taux plaçait Hume parmi les contre-tireurs d'élite les plus efficaces de toute la Seconde Guerre mondiale. Le tireur soviétique Vassili Zaïtsev tua 242 Allemands sur plusieurs années sur le front de l'Est. Le tireur finlandais Simo Heiha tua 505 soviétiques pendant la guerre d'hiver. Mais les deux hommes opéraient dans des rôles de tireurs, d'élite conventionnelle, sur de longues périodes. Hume tua 33 tireurs d'élite ennemis en 8 jours, alors qu'il opérait seul derrière les lignes ennemies en utilisant des tactiques de tromperie qui violaient les lois de la guerre. Aucun autre cas documenté dans la Seconde Guerre mondiale n'égalait cette combinaison de rapidité, d'efficacité et d'audace opérationnelle. La blouse de camouflage allemande était l'innovation clé. La doctrine de contre-sniper standard en 1941 impliquait l'observation, la triangulation et le tir de suppression. Long, gourmand en ressources, souvent inefficace, contre des tireurs qualifiés qui changent fréquemment de position. Hume contourna tout cela en marchant simplement vers les tireurs ennemis, tout en paraissant être l'un d'eux. L'approche comportait un risque énorme. S'il avait été découvert, Hume aurait été exécuté immédiatement comme espion ou saboteur selon la Convention de Genève. Les combattants portant des uniformes ennemis perdaient la protection des prisonniers de guerre. Les Allemands auraient été légalement justifiés de l'abattre à vue. Hume comprenait le risque. Il le fit quand même. Chaque fois qu'il enfilait cette blouse allemande, il pariait sa vie que la tromperie tiendrait assez longtemps pour arriver à portée de tir. Elle tint 33 fois. La tactique ne fut jamais officiellement adoptée par les forces alliées. Les conseillers juridiques militaires la considéraient comme trop problématique au regard du droit international. L'utilisation d'uniformes ennemis pour la tromperie était explicitement interdite dans de nombreux traités, mais des soldats isolés notèrent ce que Hume avait accompli, et certains appliquèrent des méthodes similaires dans des campagnes ultérieures lorsque les circonstances le permettaient. Après la guerre, les historiens militaires débattirent pour savoir si les actions de Hume constituaient un crime de guerre. Le port de l'uniforme ennemi était illégal, mais Hume n'avait pas utilisé ce déguisement pour commettre des atrocités ou cibler des civils. Il l'avait utilisé pour éliminer des combattants ennemis qui tuaient eux-mêmes des soldats alliés. Le consensus finit par s'établir sur une acceptation pragmatique. Personne n'allait poursuivre un récipiendaire de la Croix de Victoria pour des tactiques qui avaient sauvé des vies alliées. La question plus large était de savoir si le succès de Hume prouvait quelque chose sur la doctrine militaire. La ruse de Hume pouvait-elle être standardisée? D'autres soldats pouvaient-ils être formés à faire ce que Hume avait fait? La réponse semblait être non.
Hume réussit à cause de circonstances spécifiques qui ne pouvaient être facilement reproduites. Le chaos de l'assaut aéroporté allemand, la nature dispersée des opérations des parachutistes, le fait que les tireurs d'élite allemands opéraient de manière indépendante, sans intégration étroite, à une unité, la confusion pendant la retraite alliée. Retirer n'importe lequel de ces facteurs, et la tromperie aurait probablement échoué immédiatement. Plus important encore, Hume possédait des caractéristiques qui ne pouvaient être enseignées. La capacité psychologique de marcher calmement vers des soldats ennemis tout en portant leur uniforme. La confiance absolue requise pour maintenir la tromperie sous une observation directe. La conscience de la situation pour savoir exactement quand laisser tomber le jeu et tirer. La plupart des soldats n'avaient pas ces qualités. Le 23e bataillon apprit cette leçon après la Crète. Plusieurs hommes tentèrent de reproduire les tactiques de Hume lors de campagnes ultérieures en Afrique du Nord. 2 furent tués immédiatement lorsque des soldats allemands les reconnurent comme des imposteurs. Un 3e fut capturé et exécuté. Le bataillon émit des ordres interdisant l'utilisation d'uniformes ennemis, trop dangereux, trop peu fiables, trop dépendants d'une compétence individuelle que la plupart des soldats ne possédaient pas. Ainsi, Hume resta unique. Un sergent, 8 jours, 33 tireurs d'élite allemands morts. Une innovation tactique qui a fonctionné une fois dans des circonstances spécifiques et n'a jamais pu être répétée. Mais pour les hommes du 23e bataillon qui ont survécu à la retraite de Crète, ce succès unique et non reproductible était suffisant. Ils savaient exactement combien d'entre eux seraient morts si Hume n'avait pas été sur ces lignes de crête, portant une blouse allemande volée et le fusil d'un mort. La citation officielle de la croix de Victoria pour le sergent Alfred Clive Hume contenait 163 mots. Elle décrivait ses actions entre le 20 et le 28 mai 1941. La dernière ligne notait qu'il avait traqué et abattu 33 tireurs d'élite ennemis avant d'être sévèrement blessé. 33. Ce nombre apparaît dans chaque archive historique, chaque base de données militaire, chaque biographie. 33 victimes confirmées en 8 jours d'opérations indépendantes derrière les lignes ennemies. Aucun autre soldat allié de la Seconde Guerre mondiale n'a égalé ce record de contre-sniper dans un laps de temps aussi réduit. Mais le chiffre ne raconte qu'une partie de l'histoire. Chacun de ces 33 tireurs d'élite allemands morts représentait un nombre inconnu de soldats alliés qui vécurent parce que ce tireur particulier n'était pas en position lorsque leur unité traversa son secteur. Combien? 10 hommes par tireur d'élite, 20, 50. Le calcul devient impossible à faire avec précision, mais l'effet cumulé est clair. Hume a sauvé des centaines de vies, peut-être plus d'un millier, non par une grande stratégie ou des tactiques brillantes, mais par une efficacité simple et brutale. Marcher vers l'ennemi, s'approcher, tirer le premier, recommencer jusqu'à être blessé ou mort. Les commandants allemands en Crète n'ont jamais compris ce qui était arrivé à leurs tireurs. Les rapports après combat notèrent des pertes inexpliquées parmi les équipes de tireurs d'élite des parachutistes pendant la dernière semaine de la campagne. Plusieurs rapports mentionnèrent la découverte de tireurs morts sans aucune preuve de la manière dont ils avaient été tués. Pas de frappe d'artillerie, pas d'attaques aériennes, juste des coups de fusil isolés à courte portée. Une évaluation du renseignement allemand spécula que les forces alliées
avait déployé des unités spécialisées de contre-tireurs d'élite équipés d'armes silencieuses. Un autre rapport suggéra une activité partisane de civils. Personne ne devina la vérité. Un sergent néo-zélandais dans un uniforme volé. La tromperie resta classifiée pendant des années après la guerre. Les autorités militaires britanniques et néo-zélandaises ne voulaient pas rendre publiques des tactiques qui violaient le droit international, même si elles avaient été efficaces. La citation de la croix de Victoria de Hume mentionnait ses victimes, mais omettait toute référence à la blouse de camouflage ou aux méthodes de tromperie. L'histoire complète n'émergea que graduellement à mesure que les vétérans donnaient des interviews et que les historiens militaires accédaient aux dossiers déclassifiés. À ce moment-là, Hume était à des décennies de la guerre et n'avait aucun intérêt à discuter des détails. Lorsqu'on le pressait, il donnait la même réponse à chaque fois. Il avait vu de l'équipement allemand qui pouvait l'aider à tuer des tireurs allemands. Il l'avait pris, il l'avait utilisé. C'était tout. Mais la simplicité de cette réponse occultait la question plus profonde. Quel genre d'homme pouvait faire ce que Hume a fait? Quelle structure psychologique permettait à quelqu'un de marcher calmement vers des soldats ennemis en portant leur uniforme, sachant que la découverte signifiait l'exécution immédiate? La plupart des soldats n'auraient pas pu maintenir cette tromperie pendant 5 minutes. Hume l'a maintenue pendant 8 jours. La réponse semblait être le chagrin et la rage canalisée dans une concentration absolue. Son frère est mort le 26 mai. Hume a tué 19 tireurs d'élite les 2 jours suivants. La chronologie n'était pas une coïncidence. Quelque chose de fondamental a changé après qu'il a reçu ce message concernant Harold. Les calculs tactiques sont restés les mêmes. Mais le contexte émotionnel a basculé. Il ne s'agissait plus seulement de sauver des vies alliées. Il s'agissait de faire payer les Allemands. Cette motivation l'a probablement maintenu en vie. Les soldats qui se battent pour des principes abstraits hésitent parfois au moment critique. Les soldats qui se battent pour des raisons personnelles le font rarement. Quand Hume a marché vers ces 5 tireurs d'élite allemands sur la colline et a ouvert le feu à 40 mètres, il ne pensait pas à la doctrine militaire ou à l'avantage tactique. Il pensait à son frère, gisant mort quelque part sur la même île. Et puis, il est reparti et a tué d'autres Allemands. Si cette histoire vous a touché autant que nous, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime. Chaque mention j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées, des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires de sergents qui ont sauvé des vies avec des fusils volés et de la ruse. De vraies personnes, un véritable héroïsme. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-nous d'où vous nous regardez. Regardez-vous depuis la France, la Belgique, le Canada, l'Afrique ou la Suisse? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous participez à la sauvegarde de ces mémoires. Dites-nous où vous êtes. Dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé. Et merci de veiller à ce que Clive Hume ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux et vous aider à ce que cela arrive, eux.